c'est pourquoi. C'est pourquoi se lancer dans quelque chose du genre. Pour moi, ça revient vraiment à l'aspect de vouloir se dépasser, de toujours vouloir devenir une meilleure personne, de toujours voir jusqu'à où on est capable d'aller en tant qu'être humain. On a commencé la course, évidemment, il n'y avait personne, il faisait noir, et puis on était sur le boulevard Gouin. Je me sentais très bien pour commencer. L'alimentation allait bien, j'allais vraiment pas trop vite. Je voulais certainement pas m'épuiser dès le départ. Donc, je gardais une bonne vitesse, pas trop vite, mais pas trop lent non plus pour garder, continuer d'avancer. Courir tout seul, des fois, tu t'en vas tellement à creux que tu perds un peu la notion du temps. Mais c'est le fun d'avoir des fois d'autres personnes qui sont là avec toi pour te supporter. On a atteint le centre-ville justement après environ 75 km. Ça avait commencé à être plus difficile. C'était plus nécessairement simplement de la course. Ça allait bien. Par exemple, je voyais que ça commençait à être plus difficile puis qu'il me restait encore 50 km. Je sais que j'étais capable, j'avais pas de grosses douleurs. À ce moment-là, c'est plus l'énergie qui commence à descendre. C'est les douleurs qui sont soutenables, mais qui prennent une certaine place dans ta tête, que tu dois penser. Puis là, il a commencé à faire quand même beaucoup plus froid. On parle du moins 25 à moins 30 ressenti. Hey man, bon courage, photo souvenir pour nous. Good. Good. Merci de venir. Ben, ça me fait plaisir, bravo encore man, bravo. On est admiratifs là, sérieusement. Fais attention à toi. Merci. Salut. Là, ça a été un moment difficile parce que tu le sais que tu as bientôt fini. Je savais que j'allais finir, mais tu as hâte. J'avais mal, il faisait froid, puis on était encore dans la course préparatoire. Je pense pas que j'étais assez habillé. Il y avait beaucoup de tests que je faisais.
à ce moment-là. Finalement, on a complété le défi. J'étais arrivé exactement à mon point de départ après 16h40 de course. Oh. 130 km, let's go! La course m'a rassuré et m'a donné des doutes dans un certain sens. Niveau physique, ça m'avait mis en confiance. Je le savais que j'étais capable de courir 300 km à ce moment-là. Là où il y a eu un peu de doute qui s'est installé, c'est par rapport à la température. Ça avait été difficile, puis là, je le savais que ça allait être beaucoup plus que le double, en réalité. Oui, je m'appelle Jérémy Savoie. Je suis investisseur immobilier dans ma vie de tous les jours, président fondateur de Futur Immobilier. Sinon, je suis également ultramarathonien depuis assez récemment. Pour moi, ça a été jusqu'au moment où, en écoutant de la musique, en écoutant des podcasts, je tombe sur celui de Joe Rogan avec quelqu'un que je connaissais pas à ce moment-là, qui est finalement devenu mon inspiration, qui était David Goggins. Whatever you do, runners, right now, just don't think about the 135 miles of scorching highway in front of je you. savais même pas que c'était possible. Il parlait de courses qu'il avait réalisées, de courir 160 km, des distances incroyables. Puis ça m'a donné une révélation à ce moment-là. Je me suis dit, voyons donc, c'est qui cette personne-là? C'est quoi qu'il fait dans la vie? Donc j'ai décidé de creuser un peu, puis c'est là que j'en ai appris davantage sur son parcours au complet. Et ça m'a énormément motivé à ce moment-là. Le lendemain, je me suis dit, bon, il faut que j'aille courir, moi, avec. J'avais jamais couru là, auparavant, j'étais pas un coureur, donc ça a duré 2 km, je pense un 15 minutes, puis ça a fini là. J'ai commencé à recourir 3 fois semaine environ, des distances de 4 à 6 km. Puis ça a duré jusqu'au moment où, en mai en 2023, je me suis dit, je vais courir mon premier 10 km. J'avais jamais couru cette distance-là. Pour moi, le maximum avait été 6. Puis à ce moment-là, ça m'a motivé. Je venais de repousser mes limites carrément par rapport à ce que j'avais déjà effectué. Puis il y a un sentiment qui vient par rapport à ça de satisfaction. Puis j'ai voulu continuer là-dedans. Un mois après, j'ai décidé de me lancer dans mon premier demi-marathon. Puis j'ai été capable de faire le demi-marathon. Et depuis ce temps-là, j'ai enchaîné les distances et j'ai plus jamais manqué un jour de course à partir de ce moment-là. Donc, je suis à plus de 650 jours de suite et les distances sont enchaînées. Un mois après, j'ai fait mon premier marathon. Un autre mois après, ça a été mon premier ultramarathon. 2 semaines après, mon premier ultra-trail. Un mois après, une distance supplémentaire jusqu'à ce que je fasse mon premier 165 km en décembre 2023 au 24 heures Tremblant. 7 mois après avoir couru mon premier 10 km, j'ai complété mon défi de 165 km en 23h57. Et puis ça l'a mené à tout ce qui en est suivi par rapport au dépassement de soi, puis par rapport surtout à l'aspect mental. Par la suite, ça en est suivi d'une course en février 2024 de 100 km sur le lac Saint-Jean en hiver, complètement gelé. Donc, on courait sur le lac en raquette. Donc ça a été un défi supplémentaire dans des températures de moins 35 à moins 40 degrés Celsius. Ça en est suivi d'un Ironman que j'ai complété au Texas. Par la suite, j'ai découvert justement le format Backyard Ultra, qui est un format de dernier survivant, dans le fond, que tu dois compléter 6,7 km en 1 heure et puis jusqu'à l'abandon. J'ai finalement remporté à ma première participation, j'ai gagné, j'étais le dernier survivant après 255 km et puis 38 heures de suite à la course. J'ai d'ailleurs réalisé le record de parcours à ce moment-là. Et puis, je suis devenu le plus jeune, justement, participant à gagner une course de Backyard Ultra
au Québec. Pour moi, c'était rendu qu'à chaque fois, je voulais faire plus, accomplir encore plus. Ça devient tellement inné en toi de vouloir en faire davantage. Je me disais jusqu'à où je suis capable d'aller. Je me suis dit, imagine de relier Montréal-Québec, environ 300 km de course, sans arrêt, en plein hiver québécois. Quel genre de défi ça pourrait faire? Puis, à ce moment-là, il était déjà trop tard. L'idée était arrivée. C'est surhumain. Tu regardes ça, c'est impossible. Non, je sais. Dans le fond, je suis partenaire avec Enfants Soleil depuis le début 2024. Parce que j'avais l'intention, justement, en pensant au défi que je voulais faire. Ça faisait déjà plus d'1 an que je pensais. Puis je le savais qu'après avoir eu quand même un succès lors de ma première levée de fonds au 24 heures Tremblant, pour moi, ça avait été une expérience qui m'avait montré à quel point ça peut être puissant d'avoir une deuxième motivation derrière le défi en tant que tel. En janvier, justement, j'ai officialisé mon partenariat avec Enfants Soleil et puis je me suis lancé un objectif de lever 15 000 pour justement pour la course. Et puis Enfants Soleil, pour moi, c'était une cause qui me tenait énormément à cœur. Le jour du 28 février est finalement arrivé. T'es fébrile, t'es excité, mais il y a énormément... Tu le sais ce qui s'en vient. Tu le sais à quel point ça va être difficile et à quel point ça va être douloureux. Donc, il y a de t'es excité, t'as hâte, mais t'as peur en même temps. Il y avait cette peur en dedans de moi au départ que tu essaies de calmer, tu essaies de diminuer. Puis à un certain point, je me rappelle, juste avant de partir, tout le monde était à côté de moi, on se préparait, on s'échauffait. Puis je me suis dit, je me suis quasiment dit, c'est impossible là, ce que je m'en vais faire, faut que j'arrête ça, là, les conneries, J'ai eu un moment où ça me tentait pas de partir. Puis je m'étais dit que j'allais partir à 4 heures. Puis on s'entend encore une fois, c'est pas une course organisée. Je pouvais partir à l'heure que je voulais. Il n'y avait pas de chrono, il n'y avait rien. Puis quand 4 heures est arrivé, je suis pas parti, je suis resté figé. Jusqu'à temps que finalement, une chance qu'il y avait du monde avec moi à la ligne d'arrivée parce que sinon j'aurais probablement continué à trop penser, à trop... tu tombes un peu dans une spirale. Avec les encouragements et tout, finalement, on a pris le départ. Puis une fois que tu es parti, le stress redescend. D'habitude, le plus difficile, c'est de se lancer. Puis là, c'était fait. Chose qui m'a énormément inspiré aussi, c'est justement mes amis d'enfance qui étaient avec moi n'avaient jamais couru, là. Puis on était arrivé justement au pont Champlain, déjà à plus de 10 km de fête. Ils ont décidé de continuer, de ne pas lâcher jusqu'au prochain ravitaillement qu'on avait placé dans Brossard, qui était environ à 19 km, mais ça, je leur avais pas dit. Let's go! Yes, sir! Good job! Yes, sir!
Oh my God, yes! Je voyais qu'ils étaient énormément contents aussi eux-mêmes de ce qu'ils venaient de faire. Puis pour moi, ça a été un beau moment à travers la course que je vais me rappeler, de pouvoir partager ce moment-là avec mes amis d'enfance, puis de les voir qui aient puisé dans leurs ressources pour eux-mêmes dépasser leurs limites. C'est mon objectif à moi personnel, mais je suis content que d'autres personnes dans cette course-là ont pu le faire avec moi. Ça, là, c'était ma motivation pendant une bonne 30 minutes. Je suis capable, mais là... Honnêtement, on s'est surpris parce que nous, on n'est pas des coureurs, puis on vient de faire quoi, 19 km. C'était... Comme on a dit, honnêtement, ça devait faire 2 ans, j'ai pas couru, ou 1 an que j'ai pas couru. Je me rappelle même pas c'est quand. Puis on s'en venait ici, on avait dit qu'on allait juste encourager au début, mettons, faire les petits 5 km au début. Puis après ça, mettons que quand j'ai vu l'ampleur de c'est quoi 300 km, je me suis dit qu'on est capable d'en faire un peu plus, nous autres ici. Si nous, on est capable de faire 20, dès que je fais 300, nous, on peut au moins faire 20. Là, Mais là, tout donné, capable. Tu fais combien d'autres, vous? On va revenir à Montréal, là. Hey! Après les 19 premiers kilomètres, on était sur le boulevard Tachereau à Longueuil. J'avais Denis, Antoine et puis Étienne qui étaient avec moi. Donc on était le groupe avait diminué, mais on a continué d'avancer. On a repris de la vitesse. Ça allait bien encore une fois à ce moment-là. On a traversé le boulevard Tachereau jusqu'à temps d'arriver jusqu'au pont Jacques-Cartier. Les vues sur le centre-ville de Montréal, c'était à ce moment-là, à savoir, on était déjà à 30 km en arrivant sur le pont Jacques-Cartier. Ça allait très bien niveau physique à ce moment-là. C'est sûr qu'après 30 km, tu n'es pas comme neuf, mais honnêtement, ça allait très bien. Et puis, on a fait un autre ravitaillement à 31 km directement en sortant du pont Jacques-Cartier. À 31 kilos, on vient de revenir du pont Jacques-Cartier, ça va bien. Belle température. Il fait pas trop frais. Ça va bien. On finit l'île de Montréal, on continue comme ça. Yes. Fait que là, t'es retourné directement sur Montréal. Ouais. Fait que c'est comme la case 0 encore. Ouais. Il y avait un raccourci, on l'a pas pris, on a un petit peu le pont, mais... Là, on prend Notre-Dame, puis on roule jusqu'à Québec. On était sur le boulevard Notre-Dame. On était de retour sur l'île de Montréal. Puis là, on restait sur la même rue jusqu'à Québec. Il n'y avait plus de changement. Et à ce moment-là, il faisait froid, mais on était relativement bien pour courir. Les routes étaient dégagées. Donc, c'était un moment qui était quand même... le début, justement, de la portion de la vraie course, je pense, a été à ce moment-là. Au début, les 30 premiers kilomètres, tout va bien. Il y avait du monde avec moi, mais là, je voyais que ça commençait, puis là, la vraie course commençait à ce moment-là. Et je le savais que ça allait arriver. Évidemment, j'avais vu la météo, mais il annonçait une tempête de neige, puis c'est là qu'il a commencé à neiger. À ce moment-là que ça a commencé à être beaucoup plus difficile. Il faut savoir qu'après Repentigny, il n'y a plus rien. Tu es sur la route 138, il n'y a plus de lumière, à part l'auto qui me suivait derrière moi. Puis à ce moment-là, ça a été extrêmement difficile
la vitesse diminuait, chaque pas devenait beaucoup plus difficile. Le moral, évidemment, est très bas. En partant, les nuits sont toujours plus difficiles. Niveau mental, niveau moral aussi. L'attitude, tu essaies de rester positif, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais la tempête de neige, le froid, le vent a rendu ça beaucoup plus difficile. Le soleil a commencé à se lever. Puis, à chaque course qu'on réalise, quand tu traverses une nuit, le lever du soleil, c'est un événement que t'attends. Il neigeait encore, honnêtement, ça avait aucunement diminué l'intensité de la tempête. La portion entre 1h du matin, je dirais, et 5h du matin, où que c'était totalement noir, avait rien, a été une des portions les plus difficiles. J'avançais pas vite. Ça a été énormément d'énergie qui a été grugée à ce moment-là. Ah, rien. Oui. Ça. Je peux charger mon sel, hein? Oui. À 10h, il a commencé à neiger. Dès que je suis sorti de l'île de Montréal, sur le pont pour aller à Repens, c'était l'enfer. Puis en plus, il y avait la neige était face à nous. Ouais. Avec les vents, fait que c'était débile, honnêtement. Là. Puis c'est la route pour s'en venir ici, nous autres, là, on voyait pas 2 mètres en avant. Là. Ah ouais? C'était fou, là. C'était fou, là. Ça a été de même toute la nuit en plus. Ouais. Ça rend l'histoire meilleure. Ouais. Tu sais où comme ça, hein? Le matin, le samedi, il faut savoir, la nuit avait été difficile, puis ça m'avait affecté. Tant niveau mental que niveau physique. Puis j'ai sorti en moins bonne posture que je pensais que j'allais être après la première nuit. Et puis à ce moment-là, c'est sûr que les doutes se sont installés. Je savais qu'il restait quand même plus de 200 km à réaliser. Donc en même temps, c'est encourageant d'arriver à 100, mais un peu décourageant quand tu te dis qu'il t'en reste 200 puis que tu as seulement fait le 1/3. Ça commence 300 km run update. Cela fait maintenant presque 20 heures que la course a commencé et 130 km ont été parcourus. Les conditions de cette nuit ont été extrêmement difficiles, 15 cm de neige avec un ressenti de moins 20. Une autre grosse soirée s'annonce ce soir avec des températures descendant en dessous de moins 25. Québec, on arrive en train de redéfinir l'impossible. Let's go.
Puis ça a été encourageant quand j'ai commencé à recourir sur une surface qui est beaucoup plus adhérente puis beaucoup plus facile. Simplement ça m'a donné un petit regain d'énergie. J'ai augmenté la vitesse et puis ça m'a permis de continuer d'avancer quand même très bien. À 150 km, je me rappelle, on avait déjà 23 heures de parcouru. On était dépassé Louisville. Donc, et c'était encourageant parce que je me disais qu'à cette vitesse-là, j'allais le faire en moins de 48 heures. Tu sais, si je gardais la même vitesse que j'avais eue depuis le départ. Il a commencé à avoir une deuxième tempête de neige. Je le savais que c'était rien comparé à ce que j'avais vécu la nuit dernière déjà, mais c'était assez pour m'affecter, juste par rapport au fait que je le savais ce que je venais de traverser la nuit dernière, puis je voulais absolument pas le refaire. Tu sais, ça avait été tellement difficile que pour moi, en aucun cas, je pouvais retraverser une autre tempête. Je suis environ à 160 km déjà de parcouru, donc j'ai mon premier 100 miles de fête. Et puis, déjà plus de 25 heures. Là, c'est sûr que les effets du sommeil commençaient à se ressentir. Moins d'énergie. Je me sentais que je commençais à être beaucoup plus fatigué. Et le point également, c'est que tu te rapproches de la deuxième nuit. Puis c'est difficile parce que je le savais avant même de commencer la course que le point tournant ou le point le plus difficile allait être la deuxième nuit. Je le savais que je rentrais dans la portion la plus difficile. C'est incroyable ce que tu fais, là. Je vais faire toute la nuit avec toi. Yes. Oh, tu voulais le faire en hiver, il faut ce qu'il faut, esti. On passe au travers. Tu seras pas tout seul, mon chum. Charles, j'avais déjà couru une distance complète de 125 km qui était l'Ultra Trail Arikana qu'on avait fait 100% ensemble. On s'était jamais lâché, donc j'étais extrêmement content qu'il vienne avec moi courir. Et puis il m'avait dit qu'il allait courir la nuit au complet avec moi, donc j'étais vraiment content au moins de savoir que la portion la plus difficile, j'allais pas la vivre seul. J'ai été informé informé par mon équipe que les températures allaient être beaucoup plus froides que prévu. On était à du moins 30 et des vents quand même assez violents. C'est également à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des hallucinations.
Puis les hallucinations sont causées par le manque de sommeil qui s'accumule. Puis à ce moment-là, j'étais déjà à plus de 36 heures environ sans avoir dormi. Et ça commence relativement de manière très simple, qui est ton champ périphérique qui devient très embrouillé. La vision devient difficile. Je voyais, c'est simple en courant, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une vision précise, mais je voyais que ça commençait à être beaucoup plus embrouillé. Je me rappelle avoir vu tous les animaux possibles à travers la forêt. J'ai vu des ratons laveurs, j'ai vu des renards, j'ai vu un groupe de loups, j'ai vu des ours. Évidemment, il n'y avait rien de ça qui était réel, mais c'était toutes des hallucinations. Puis au début, ça te prend par surprise. T'es là, voyons donc, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Puis tu le réalises rapidement, après quelques secondes, que tu es en train d'halluciner. Puis j'avais un certain feeling également, qui était la première fois que je ressentais que je commençais à perdre la tête. C'est dur à expliquer comme sentiment, comme feeling, mais la meilleure manière que je peux le dire, c'est que je commençais à perdre la tête. J'étais perdu, j'étais très abasourdi par la situation, puis c'est comme si je me contrôlais plus. Honnêtement, je me suis dit, à la vitesse que je suis puis dans la condition dans laquelle je suis actuellement, tant physique, avec un mal de genou, avec un mal de jambes partout, pour être honnête, puis avec des pieds en douleur, ça va être impossible de se rendre à Québec. C'est que là, c'est important de ne pas casser. Ton corps, il a mal, mais là, ta tête, il faut qu'elle prenne le dessus, puis qu'elle soit solide, puis qu'elle combatte ça. T'es pas blessé, t'as mal. On deal with it. Et je voyais qu'il fallait que je trouve une solution, sinon j'allais pas être capable de continuer à avancer de manière lucide. Puis c'est à ce moment-là que, avec Charles qui était avec moi dans l'auto, j'ai décidé de faire une petite power nap, donc d'essayer de dormir un peu. J'ai dormi pendant un 10 minutes exactement. Je voulais pas faire plus pour pas trop me ralentir puis pas trop devenir confortable. Yes, sir. On est prêt là, OK? T'as fait une bonne sieste. Ouais. Mon équipe m'a réveillé par la suite et ça l'avait, comme je pensais que ça allait être, grandement aidé. Le 10 minutes de sommeil, même si ça paraît pas beaucoup, vient complètement reset ton cerveau. Donc ça recommence de nouveau. Ça a fait extrêmement du bien. Je suis sorti dehors, je me sentais beaucoup mieux. J'avais plus d'hallucinations. Ça avait complètement arrêté grâce à la petite power nap que j'avais pris de 10 minutes. Le lever du soleil a commencé on voyait que ça devenait de plus en plus clair dehors. L'espoir commençait à revenir parce que le bout de la nuit avait été extrêmement difficile, puis j'avais perdu pas que j'avais perdu énormément de temps, mais j'avais énormément ralenti par rapport à où que je voulais être à ce point-là. Je le savais que ça allait prendre beaucoup plus que 48 heures, même que j'allais dépasser le 50 heures à ce moment-là. Là, la vitesse est plus importante. L'important, c'est d'avancer, man, puis de rester positif.
Forward is forward. Genre 50? Ouais. 50. Tabarnak! Son max c'était 22. C'est Il a pas fait de course de pilote. C'est dépassé parce que tu dois l'avoir inspiré un peu. Yes. Beaucoup. Va au bout. Yes. Merci. Je suis rentré dans la caravane, puis environ avec 43 km à faire, j'ai complètement craqué. Je me suis mis carrément à pleurer. J'ai perdu complètement la tête. C'est vraiment la bonne manière de le dire, c'est que j'ai complètement craqué. Ça faisait trop longtemps ou trop de kilomètres que j'endurais la douleur, que c'en était trop. Je le savais que j'allais pas abandonner puis que c'était impossible. Ça m'a jamais traversé l'esprit à ce moment-là. Mais j'avais tellement hâte d'arriver puis je le savais que j'arrivais bientôt. Mais qu'en même temps, ça allait être tellement douloureux par rapport à la condition dans laquelle j'étais, principalement dû à mes pieds, que je savais que ça allait être difficile. Puis encore une fois, t'anticipes la douleur qui s'en venait, puis ça m'a fait craquer. Ma mère qui était dans la caravane, qui nous suivait, qui vient à côté de moi puis qui me dit « T'as réussi ton objectif de levée de fond. » C'est pas... On était à 8000 quand on a commencé. On était à 9000. Ouais. Mais c'est quoi? Ben là, le monde, là, je comprenais pas trop parce que quand j'étais parti le vendredi, là, à ce moment-là, on était dimanche déjà après-midi, mais quand j'étais parti le vendredi, j'étais seulement à 8500 de donations sur un but de 15 000. Mais quand ma mère est venue et elle m'a dit ça, je comprenais pas vraiment parce que c'est quand même quasiment 7000 de différence. À ce moment-là, j'ai été heureux de voir à quel point il y avait du monde qui me soutenait pendant que je courais, que je savais même pas c'était qui, mais j'ai ressenti une vague d'amour qui m'a aidé à ce moment-là. Mon gars, t'es une méchante machine. Finalement, on arrivait à la 3e nuit qui commençait maintenant. Le fait d'arriver bientôt
m'a donné la capacité de recommencer à courir à une vitesse que j'avais pas couru depuis le kilomètre probablement 140. J'ai eu d'autres personnes, encore une fois, que je connaissais, d'autres que je connaissais pas, qui se sont joints à nous. On était un groupe d'environ 7-8 qui couraient là, sur le bord de la rue. La première fois, j'ai vu le Château Frontenac qui était directement en haut à gauche de où que j'étais. À ce moment-là, tu l'as fait. L'émotion est dans le tapis. Tu le sais que c'est fini d'avoir traversé tout ce que j'ai fait. Un des plus beaux feelings que tu peux avoir. La motivation, j'ai fait un peu grande distance, ça va. Attention, même tout le monde derrière toi. Les seules limites qui existent réellement sont ceux qu'on s'impose. Ça n'a jamais été une question de courir en tant que tel, ça n'a jamais été une question du sport. Ça a toujours été une question de ce que la course m'apporte. Je le sais qu'après avoir réalisé quelque chose comme ça, il n'y a absolument rien qui peut m'arrêter. Je sais que tout est possible de surmonter. Je le sais qu'avec d'énormes défis va venir d'énormes moments difficiles, mais que c'est toujours possible de continuer et de réaliser nos objectifs. Il y a énormément de croyances limitantes, que ce soit dans notre société, mais surtout qu'on s'impose envers nous-mêmes. Et puis, un de mes objectifs à travers réaliser une course comme ça, qui est directement relié avec mon pourquoi personnel, ce qui me drive en me levant tous les jours, puis ce qui me force à continuer, pour moi, c'est une question de redéfinir l'impossible.